Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des perturbations chimiques de notre système nerveux. Alors vous allez peut-être me demander ou vous demander à quoi ça peut bien servir d'agir sur la transmission du message nerveux. Eh bien tout d'abord c'est très important pour nous car ça va permettre de lutter contre les douleurs. Donc les médicaments vont interagir avec notre système nerveux et vont pouvoir nous permettre de diminuer la sensation de douleur. Perturber notre système nerveux, ça peut nous permettre également d'être anesthésié. Alors, chose importante, d'être réveillé à l'issue de l'anesthésie. Et en médecine vétérinaire, voilà, ça va permettre d'anesthésier ou de rendre très somnolents des animaux pour pouvoir les soigner. Et dans certaines tribus d'Amazonie, leur principe de chasse repose sur la perturbation de la transmission du message nerveux pour paralyser des proies qui sont à la cime des arbres et inatteignables sans cet effet paralysant de molécules qu'ils déposent à l'extrémité de leur flèche. Donc, petit rappel, ici, vous avez un premier neurone. Vous allez avoir un message nerveux, là que je simule par une flèche, qui va arriver à l'extrémité d'un neurone au niveau du bouton terminal. Dans ce bouton terminal, vous avez des petites vésicules, donc hop, imaginez ça comme des bulles de savon, pleines de neurotransmetteurs qui sont des molécules actives. Ces vésicules vont fusionner avec la membrane ici, diffuser dans cet espace ici qu'on appelle la fente synaptique, et aller se fixer de l'autre côté, à ce niveau-là, sur la membrane du neurone suivant. Cela a pour conséquence de permettre la formation d'un nouveau message nerveux dans le neurone suivant, donc ici dans le neurone 2. Alors si on regarde de façon plus précise, donc ici dans la partie supérieure de la diapositive, on est dans le neurone 1 et à ce niveau-là, en dessous, vous avez la membrane ici de votre neurone 1. À l'intérieur du neurone, vous avez les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. Lors de l'arrivée d'un message nerveux, la vésicule va se déplacer pour aller se rapprocher de la membrane, donc de ce neurone. À ce niveau, vous observez ici des structures particulières qui sont des molécules qui vont permettre à la vésicule de s'accrocher à la membrane. Lorsqu'un signal nerveux arrive, ces molécules vont rapprocher la vésicule de la membrane. Cela va permettre la fusion entre la vésicule, que je vais vous mettre en jaune ici, et la membrane, que je vous mets à ce niveau-là. Donc là, vous voyez l'ouverture de la vésicule et finalement, vous avez les neurotransmetteurs qui peuvent être libérés dans cet espace entre deux neurones, donc entre le neurone 1 ici et le neurone 2 que vous ne voyez pas, vous le verrez sur les images suivantes. Donc là, votre fente synaptique va être remplie des neurotransmetteurs contenus à l'intérieur de la vésicule. Maintenant, hop, on va faire un gros plan sur cette fente synaptique
là où les neurotransmetteurs, qu'on appelle aussi des neuromédiateurs, ont été libérés. Alors, on reprend. Là, je suis dans le neurone 1. Ici, j'ai la fente synaptique. Là, je suis dans le neurone numéro 2. Ce que vous avez de représenté ici sur la membrane donc, du neurone numéro 2, vous avez ces structures qu'on appelle des récepteurs aux neurotransmetteurs. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Vos neurotransmetteurs, eh bien, ils vont aller se fixer sur les récepteurs. Une fois qu'un récepteur a fixé tous ces neurotransmetteurs, donc comme celui-ci, eh bien, il va s'ouvrir. Ici, le petit capuchon, là, ici, là, hop, je vais vous le montrer avec une petite flèche. Ce petit capuchon, ce petit bouchon va s'ouvrir et va permettre, eh bien, le passage. Hop, j'efface pour que vous voyez mieux à la suite. Va permettre l'entrée, donc là il s'ouvre, il permet l'entrée des ions à l'intérieur du neurone numéro 2. Ainsi, vous avez un afflux de charge qui va permettre eh bien, la création d'un nouveau message nerveux. Alors si on considère une cellule musculaire, donc là vous voyez j'ai changé la couleur, eh bien le même phénomène va se passer. Vous avez les neurotransmetteurs qui se fixent sur les récepteurs, ouverture du canal et libération d'ions à l'intérieur, et ça crée la contraction musculaire. Donc là je vous ai préparé un plan différent où on revoit la fente synaptique et les deux neurones en même temps. Donc là, lorsque vous avez ici, là, à gauche, vous avez une jonction, une synapse neurone-neurone. Et à droite, ici, on va avoir une jonction neurone, ici. Et ici, ce sont les fibres musculaires. Donc le message nerveux est arrivé, les vésicules contenant les neurotransmetteurs se rapprochent de la membrane, libèrent leurs neurotransmetteurs dans la fente synaptique, ensuite vont se fixer sur les récepteurs qu'on appelle des récepteurs postsynaptiques. Cela permet, eh bien, à gauche ici, l'entrée d'ions et la création d'un nouveau message nerveux. Et à droite, vous avez l'entrée également de charge, et ça va permettre la contraction musculaire. Alors, sur cette diapositive, je vous ai sélectionné une photo où on voit justement un nerf composé de plein de fibres nerveuses qui vient se fixer sur la membrane des fibres nerveuses. Donc là, c'est un schéma qui vous représente la même chose. Là, vous avez attendez, je vais passer en fluo. Là, vous avez l'axone, le grand prolongement. Et ici, vous avez, à la suite, vous avez les terminaisons nerveuses qui vont sur les fibres nerveuses. C'est ce qui est représenté ici. En jaune, en 1, vous avez votre axone, les terminaisons nerveuses en petit 2, et ici vous avez la fibre musculaire. Si vous regardez à ce niveau, en dessous, vous voyez que en l'absence de stimulation nerveuse, la membrane du neurone 1 est parfaitement intacte. Alors que quand vous avez la présence d'une stimulation nerveuse, et bien là je l'ai matérialisé ici, on voit bien que il y a eu fusion des vésicules avec la membrane et la libération ici dans l'espace synaptique, dans la fente synaptique des neurotransmetteurs.
Alors maintenant, comment perturber la transmission du message nerveux? Donc, en 1, le message nerveux arrive. Les vésicules de neurotransmetteurs vont se déplacer pour aller fusionner ici en 3 avec la membrane, ce qui permet la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et ils vont aller fusionner, se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. Cela permet la création d'un nouveau message soit nerveux, soit une contraction musculaire. Alors là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 2 modes d'action. Il en existe d'autres, mais déjà à votre niveau, c'est déjà très bien si vous comprenez ces 2 types de modes d'action. Donc on va pouvoir agir en empêchant la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, ou alors en bloquant et en empêchant la fixation des neurotransmetteurs. Donc pour cela, on va pouvoir bloquer la fusion des vésicules avec la membrane. Donc ça, c'est l'exemple de la toxine botulique que vous avez dans le QCM. Les toxines vont aller se fixer au niveau des molécules qu'on a vues tout à l'heure, et ces molécules qui sont impliquées ici, donc ces molécules qui sont impliquées dans le rapprochement de la vésicule avec la membrane du neurone que je vous mets ici en rouge. Donc s'il n'y a pas de fusion des 2 membranes, vous n'allez pas avoir de libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Donc là, je vous montre l'effet. Donc, hop, si on empêche la libération des neurones, pas de fixation, pas d'entrée d'ion, et donc pas de nouveau message nerveux ni de contraction musculaire. J'ai choisi un autre exemple qui est l'exemple du curare. Alors vous avez sûrement entendu parler de cette molécule en ce moment car le curare est utilisé par les médecins pour traiter leurs patients atteints de formes graves du coronavirus, du Covid-19. Afin de soulager, de permettre la survie des patients, ils sont plongés en coma artificiel et pour le faire, il faut les anesthésier et surtout relâcher leurs muscles pour permettre ce qu'on appelle une ventilation artificielle, une respiration artificielle. Donc il va falloir bien détendre les muscles et on va utiliser une molécule qui s'appelle le curare. Et cette molécule, elle est extraite d'une plante. Ici, une photo de cette plante qui vit particulièrement en Amazonie. Les Indiens d'Amazonie vont enduire des sucs de cette plante l'extrémité de leur flèche, et donc quand ils vont toucher leurs proies vont être paralysées, ne plus arriver à contracter leurs muscles et vont tomber au sol, ce qui va permettre aux personnes de les capturer plus aisément. Alors, l'action du curare. Donc on retrouve ici nos récepteurs et les molécules de curare, je les ai représentées en vert. Les molécules de curare vont se fixer au niveau des récepteurs, mais ils n'ont pas le même effet que les neurotransmetteurs. À ce niveau, vous voyez bien que le petit clapet qui bouche le récepteur ne s'ouvre pas. J'efface ma flèche, et donc là, les neurotransmetteurs ne se fixent pas, donc il n'y a pas d'entrée d'ion, pas de stimulation nerveuse et pas de contraction musculaire. Donc là, le schéma parle de lui-même. En l'absence, donc vous avez bien la libération des neurotransmetteurs dans ce cas-là, mais les neurotransmetteurs, là, ils ne peuvent pas se fixer, donc il n'y a pas d'effet et pas de contraction musculaire. Alors il y a beaucoup de molécules, autres que le curare et la toxine botulique, qui vont perturber le bon fonctionnement de l'organisme. Là je vous ai mis de l'organisme, du système nerveux. Il y a quelques molécules comme le cannabis, l'alcool, la cocaïne, des médicaments, le paracétamol, qui vont avoir des actions. Leurs actions et leurs effets vont varier en fonction de la zone du cerveau ou du système nerveux impacté.
en fonction du type de neurotransmetteur dont elles perturbent l'effet, de la durée de leur effet, et également de la capacité à modifier les récepteurs de nos cellules nerveuses. On va différencier 3 grands types de molécules. En gros, on va les ranger dans 3 groupes. Les molécules qui vont diminuer la capacité de notre système nerveux central à communiquer. Donc c'est des actions sédatives, on va appeler ça des dépresseurs du système nerveux central. Parmi ces molécules, eh bien, vous avez l'alcool, les neuroleptiques, les tranquillisants, les hypnotiques, et une molécule qui est particulièrement dangereuse en soirée, qui est le GHB, qui va vous rendre dans un état qui ne vous permettra pas d'avoir une bonne conscience de votre environnement et surtout de vous défendre. Donc on ne consomme jamais une boisson qui vous est offerte par un inconnu. Gardez toujours, il faudra toujours garder votre verre avec vous quand vous aurez l'âge de sortir en soirée. Deuxième classe, les stimulants. Donc eux, ils vont potentialiser l'activité de votre système nerveux, et dans ces molécules, vous avez les molécules qu'on connaît, qui ont un effet à faible dose qui est compatible avec notre vie quotidienne, la théine et la caféine, le tabac, et il y a des molécules beaucoup plus avec un effet beaucoup plus puissant comme la cocaïne, l'ecstasy, les amphétamines. Il y a également des stimulants de l'humeur et les antidépresseurs qui, pour compenser une diminution donc, de l'activité de certains neurones, les antidépresseurs vont stimuler ces neurones pour permettre à la personne d'avoir moins d'effets de type associé à la dépression. Et pour finir, les hallucinogènes qui vont modifier l'activité du cerveau et en particulier au niveau des fonctions de perception. Ainsi, le LSD va créer des hallucinations visuelles. Et ce sont des molécules donc, qui vont être consommées donc, pour rechercher justement ces effets hallucinogènes. Mais alors attention, car l'utilisation des drogues a dans la très grande majorité des effets irréversibles sur le développement de notre cerveau ou sur notre capacité d'analyse et de transmission de l'information. Et ça, c'est surtout vrai à l'âge de l'adolescence où le cerveau est en plein remodèlement. Donc il tient à vous de prendre bien soin de votre système nerveux et de ne pas perturber son fonctionnement. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que la fatigue perturbe également la capacité de notre cerveau à fonctionner correctement. Donc si vous n'êtes pas en manque de sommeil, tout va bien se passer, mais si vous avez une carence de sommeil, eh bien vous allez perturber votre capacité à faire des acquisitions scolaires et à interagir de façon appropriée avec les personnes qui vous entourent. Donc je dirais, à vous de jouer. Stimulez bien votre cerveau et ne l'exposez pas à des molécules dangereuses. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée.